Bonjour à toutes et à tous. Technique de l'ingénieur vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Avec la multiplication des réglementations, la traçabilité n'est plus une option pour les entreprises, indépendamment de leur taille. La technologie blockchain semble particulièrement adaptée pour faciliter les projets de traçabilité. Nous allons voir pourquoi et comment avec Alain Broustaille, spécialisé sur l'usage des technologies blockchain. Bonjour Alain Broustaille. Bonjour Marie-Caroline et bonjour à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Très heureux donc d'être avec vous en ce beau vendredi du mois de juin. Donc je m'appelle Alain Broustaille et effectivement aujourd'hui on va parler de la thématique blockchain au service de la traçabilité. Juste pour me présenter en quelques instants, je m'appelle donc Alain. Ça fait maintenant plus de 25 ans que je travaille sur les sujets d'innovation. Il y a une dizaine d'années, presque, je me suis intéressé aux technologies blockchain. Donc, après un passage sur des sujets de conseil, je me suis intéressé au sujet blockchain. J'ai même monté une société qui s'appelle Blockchain Easy, c'est du conseil en stratégie autour des technologies blockchain. J'ai surtout monté un gros partenariat, ou plutôt au sein de la société Coexia, commencé à lancer activement des activités blockchain, donc ce qui m'a permis au fil des années de travailler sur plus de 60 projets. Donc l'expérience que je partage avec vous, voilà, elle est issue de ces 60 projets, plus de 60 projets, parce que beaucoup d'autres, j'en ai vu passer beaucoup sur lesquels je n'ai pas forcément été très impliqué. Coexia, c'est une société d'à peu près 1000 personnes, c'est une ESN avec du conseil, de l'intégration, qui fait aujourd'hui, depuis 2024, fait partie du groupe Talent. Talent, c'est plus de 8000 personnes en France. Et donc, chez Talent aussi, il y a des sujets de blockchain et de traçabilité depuis toujours. Voilà, gros pôle sur la supply chain, gros sujet sur l'énergie, par exemple, et puis blockchain depuis 2016. Ensemble, donc, on a pu voir beaucoup de projets. L'idée, c'est de partager un petit peu ce qu'on a su en retenir. Alors là, sur l'approche traçabilité, on va revoir ensemble ce dont on parle. Pour les personnes que ça intéresse, vraiment, je vous invite à lire l'article que j'ai publié au sein donc des techniques de l'ingénieur, je crois que c'était en janvier ou février l'an dernier. Il y a presque 30 pages écrites dédiées. Alors vous allez sur le site des techniques de l'ingénieur, vous tapez mon nom, vous trouverez le sujet. Si vous voulez creuser encore plus loin, n'hésitez pas à me contacter à travers mon LinkedIn ou via les techniques de l'ingénieur qui vous donneront mon email ou mon téléphone. Je serai très heureux d'aller un peu plus loin avec vous. Donc, une expérience par contre que je vais essayer de vous partager très concrète, issue de beaucoup de projets. Alors ce matin, on va voir ensemble la thématique déjà traçabilité, parce que c'est un terme très large, donc on va faire un focus sur une petite partie de ce que c'est la traçabilité. Puis pour voir un petit peu les cas d'usage, l'application de la technologie blockchain, on va être obligé de regarder déjà c'est quoi la blockchain. Vous avez peut-être plus quelques bases, mais j'ai envie de pointer certaines caractéristiques importantes. Et ensuite, on va commencer à rentrer dans les projets, les différents cas d'usage, comment on utilisera la blockchain dans tel ou tel cas d'usage. Alors, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime moins. Encore une fois, vous verrez, c'est mon expérience personnelle, c'est peut-être des fois subjectif, donc ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue. Quand vous aurez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'écrit. Je crois qu'il y a un petit chat. Et puis Marie-Caroline, à la fin, les lira et j'essaierai d'y répondre si je le peux. Alors rentrons maintenant, jetons-nous un petit peu sur le sujet. Déjà, on va cadrer un petit peu l'objectif. De quoi on parle quand on parle de traçabilité? C'est un terme très vaste. Premier point, on va se positionner dans un monde plutôt industriel aujourd'hui en tout cas. Donc on est dans un monde où on produit des choses qu'on va ensuite mettre sur le marché. Donc on est plutôt sur quelque chose de physique, on n'est pas dans l'industrie. Alors je pourrais vous parler de l'industrie bancaire, vous parler de l'industrie des services, mais c'est pas le focus aujourd'hui. Et puis quand on parle de traçabilité, peut-être qu'on a envie de faire la distinction entre ce que les Anglais appellent le tracking, c'est-à-dire un sujet qui consiste à savoir où est mon bien à l'instant T. Donc je produis des chaussures. Ces chaussures sont faites de cuir, donc où est le cuir? Où sont les chaussures? À quel endroit elles sont? Est-ce qu'elles ont été livrées? Donc là on est vraiment sur une thématique de localisation. Il faut savoir voilà les choses en temps réel. Et puis ce qu'on appelle le tracing, qui est plutôt une remontée d'informations a posteriori. On veut connaître l'histoire d'un produit. Bon, bah, cette chaussure, quelle est son histoire? Quel cuir a été utilisé? À quelle date elle a été produite? Est-ce qu'elle a été vendue? À qui ça a été vendu? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va construire a posteriori. On peut le construire au fur et à mesure. En tout cas, on va le lire a posteriori. Et à cet endroit-là, on peut se poser la question de est-ce que l'histoire qu'on me raconte est véridique? Voilà. Est-ce que ce que j'ai là, ce qu'on me raconte à moi, et moi je peux être un particulier comme je peux être un auditeur ou un inspecteur des douanes, est-ce que ce qu'on me raconte est véridique? Est-ce que j'y crois? Est-ce que tout est complet? C'est plutôt cet aspect-là qui va nous intéresser dans un contexte de technologie blockchain. La partie suivie en temps réel, la blockchain, vous le verrez, a très peu de valeur ajoutée.
Alors, ce qu'on appelle traçabilité, ça peut servir à plein de choses. Commençons par la boîte du milieu. Moi, je pense que la traçabilité, c'est avant tout un vecteur d'efficacité opérationnelle. Parce que quand vous avez de la traçabilité, donc vous collectez de l'information, ben, ça vous permet d'être plus efficace. Vous produisez mieux, vous savez mieux comment fonctionnent vos chaînes de production, il y a moins de pertes, vous gérez mieux la logistique, vous gérez mieux vos stocks, vous gérez mieux vos fournisseurs, vous gérez mieux vos risques, tout un tas de choses. L'efficacité opérationnelle, c'est un ROI positif, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent en mettant plus de traçabilité sur ces thématiques. On a aussi des enjeux de qualité à gauche, c'est-à-dire qu'avec plus de traçabilité, on est capable de vérifier si on a respecté des normes qualité. Et puis surtout, quand on a un problème, on peut identifier la cause du problème. Donc, par exemple, on va remonter l'histoire, on va dire, voilà, j'ai un problème, j'ai fait à manger, j'ai vendu des lasagnes sur le marché, des gens ont été intoxication alimentaire. On va essayer de remonter pour savoir si c'est la sauce tomate, voilà, quel lot de sauce tomate est impacté, quelles sont les lasagnes qui ont eu des problèmes, où est-ce qu'elles ont été distribuées, comment je vais gérer mes rappels, mes retraits. Donc, c'est ces exemples-là. Alors là, on n'est pas forcément sur de retour sur investissement, parce que c'est pas forcément, on se souhaite de ne pas avoir de problème de risque qui arrive ou de problème de contrefaçon. On est plutôt sur de la prévention, mais aujourd'hui, la plupart des grands groupes savent aussi chiffrer, voilà, la valeur ajoutée d'une meilleure gestion des risques. Mais la traçabilité, c'est aussi, et d'ailleurs c'est souvent comme ça qu'on la conçoit, malheureusement, des sujets de réglementation. Donc quand on vous disait tout à l'heure que la traçabilité n'était plus une option, c'est vrai. Quelle que soit votre industrie, là j'ai mis des exemples, il y a une obligation aujourd'hui à mettre en place des stratégies de traçabilité. Alors ça a commencé principalement dans l'industrie agroalimentaire, en 2002 notamment, donc le paquet hygiène, et là on comprend tous pourquoi il est important quand on mange quelque chose de savoir d'où ça vient et de savoir surtout s'il y a un problème, comment faire pour traiter, faire un rappel-retrait des produits rapidement. On a des bases de données comme Rich dans le secteur de la chimie, donc voilà, on veut savoir quels sont les produits chimiques dangereux qui ont été mis dans un produit, parce qu'on ne va pas s'en débarrasser de la même manière, on ne va pas jeter dans une rivière de l'eau propre comme on jetterait de l'eau dans laquelle on aurait mis des produits très complexes. On a des réglementations plus récemment, la Medical Device Regulation sur le suivi des dispositifs médicaux, et c'est normal, on veut savoir exactement ce qui se passe avec un pacemaker ou autre. Ça, c'est 2017, si je me trompe pas, peut-être un petit peu avant. Et puis, on a tout un tas de lois qui sont arrivées plus récemment. Donc, la loi AGEC, que vous connaissez peut-être, qui a impacté, par exemple, le marché que je connais du tissu, du textile, où là, on a envie d'avoir de l'affichage sur non pas seulement le Made in France, mais l'origine des dernières étapes. On va avoir le CSRD que tous les grands groupes connaissent avec les impacts RSE. On nous demande notamment de calculer un bilan carbone. On a à avoir le SPR, alors le Green Deal. Donc ça, c'est une grosse réglementation puisqu'on appelle le DPP en anglais, Digital Product Passport, passeport numérique des produits. C'est quelque chose, si vous ne connaissez pas, vous avez de la chance si vous n'êtes pas impacté. Sinon, vous le savez, c'est gros. C'est une grosse réglementation qui nécessite de mettre en place beaucoup de collectes de données. Et on a la même chose dans l'énergie, notamment pour la traçabilité de l'énergie verte et les garanties d'origine. On a des choses sur la sécurité des produits, une nouvelle loi européenne fin d'année dernière. On avait les lois Sapin en France sur la partie due diligence des fournisseurs, connaître ses fournisseurs, gérer les risques. On a maintenant une réglementation européenne sur la due diligence qui oblige à tracer, voilà, les échanges avec ses fournisseurs, avec ses sous-traitants, puis à les connaître mieux. On n'a pas le choix. La réglementation aujourd'hui, c'est quelque chose, la traçabilité qui est nécessaire. Et quand on regarde, là je vous donne un petit peu très simplifié, ce que c'est que le cycle de vie d'un produit. Et quand on regarde ça avec le prisme, par exemple, du passeport numérique des produits, qui nous dit toutes ces données, il va falloir les consolider et les mettre dans un entrepôt de données et les mettre à disposition de vos clients, de vos partenaires. Et on se dit, mais il faut connaître les informations sur les matières premières, l'origine des matières premières, la liste des composants chimiques, les méthodes de collecte. Donc, c'est-à-dire, il va falloir poser des questions à ses fournisseurs, voire aux fournisseurs de rang 2. Il faut aujourd'hui éco-conception, créer des modes d'emploi, lister des composants, il faut définir des règles de recyclage, des choses qu'on n'a peut-être pas encore fait aujourd'hui. Ensuite, il faut suivre toutes les étapes de fabrication pour être capable de dire à tel endroit j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors il y a des parties qui sont privées, puis d'autres qui vont être publiques, c'est-à-dire on va être obligé de les exposer, on va être obligé de dire ces habits ont été confectionnés à tel endroit, en oubli, traités. Voilà, c'est des choses c'est de la donnée qu'il faut collecter. Mais au-delà de tout ça, maintenant, on nous demande aussi globalement de calculer l'impact carbone, produit par produit, le kilométrage parcouru, l'énergie consommée. Alors, il faut être capable de faire ces collectes d'informations, mais avec un niveau de détail très fin. C'est pas juste des données, voilà, au niveau de l'entreprise sur l'année, mais des fois, ça peut être au niveau d'un produit. Quel est le bilan carbone de cette paire de chaussures? Et pour peu que votre produit ait un marché secondaire, il va falloir très prochainement être capable de collecter certaines données du marché secondaire pour savoir quel est l'usage sur le marché secondaire. Alors c'est très pratique, ça permet de mieux revendre un produit,
de garantir une seconde vie. Une des données aussi importantes qu'il faut considérer avec toutes les réglementations RSE qui arrivent, c'est qu'il faut donner l'information aux consommateurs sur comment en restituer ou jeter un produit en fin de vie. Dans quelle poubelle je peux le mettre, dans quel endroit je peux le déposer. Donc toutes ces informations, il va falloir les stocker dans des endroits, il va falloir les collecter. Et cette traçabilité, c'est un gros travail de préparation. Vos départements informatiques, quand vous êtes en grand groupe, sont déjà forcément sur le coup. Et puis si vous êtes plus petit, peut-être que vous commencez un peu à paniquer. Alors vous avez le temps, hein, le DPP, le passeport numérique des produits, c'est 2027-2028, mais ne traînez pas. Alors vous l'avez compris, le premier point, c'est que la traçabilité n'est plus une option. Puis le deuxième point, c'est que c'est pas forcément qu'une contrainte réglementaire. Ça, c'est de regarder du mauvais côté. Surtout, voyez ça comme une opportunité de vous améliorer. Je vous l'ai dit, il y a du ROI à aller chercher en étant plus transparent en interne, en étant capable de mieux savoir à un instant T où est un bien, comment ce bien est arrivé là, comment je l'ai produit. Donc la traçabilité, il faut non seulement pas en avoir peur, mais il faut la viser. Et si vous faites tout correctement, vous verrez les réglementations, elles seront beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Donc ne prenez pas, je pense, la réglementation comme l'objectif, prenez-la plutôt comme une finalité, ou plutôt un cadeau, un gâteau que vous aurez à la fin si vous travaillez bien en amont. Alors, je prends cet exemple, par exemple, là, des chaussures. Donc, effectivement, une vache qui donne du cuir, qui va être transformée en chaussures, qu'on va mettre sur un bateau, qu'on va mettre dans un camion, qu'on va mettre dans un magasin, qu'on va vendre. Et ce qu'on appelle la traçabilité du produit, bah, c'est se poser des questions. Quel est le lien entre la vache et le cuir? Est-ce que je suis capable de dire que, parce que si je dis c'est du cuir français, donc comment je prouve que c'était bien une vache française, par exemple? Comment je sais ce qui s'est passé dans l'usine? La manière dont la bête a été abattue, on va me le demander bientôt. Est-ce que je peux identifier une paire de chaussures de manière unique? Comment je fais quand j'ai une paire de chaussures pour savoir si c'est un lot de production qui est sorti hier de l'usine ou il y a un mois? Est-ce qu'il y a un code quelque part sur cette chaussure? Comment je peux savoir doit être sorti? Est-ce que je peux savoir d'ailleurs si c'est une vraie, hein, si je suis dans le magasin? Est-ce que j'ai un outil pour permettre de vérifier si c'est un original ou une contrefaçon? Sur un bateau, où est le conteneur? Et puis dans les magasins, les stocks aussi, est-ce que j'ai assez de paires de chaussures? Où elles sont? Quelle taille? Est-ce que je peux les vendre? Et quand la paire de chaussures, elle passe devant la caisse enregistreuse, hop, un petit coup de zip, là, on va regarder les codes, donc des codes barres aujourd'hui. Il faut que j'arrive à les trouver dans un référentiel pour dire cette paire de chaussures, bah, elle vaut 49 euros. Et pour faire tout ça, il y a plein de projets de traçabilité, on va parler d'identifiants, de référentiels partagés, de code GS1 pour ceux qui connaissent, de tatouage, alors littéralement du tatouage de la vache, mais du tatouage de produits, on va mettre des traceurs, on va mettre des puces RFID, des tags NFC, des codes barres, des QR codes. Donc voilà, on va mettre des GPS ou plutôt des puces qui permettent de géolocaliser les choses. Tout ça, c'est des projets de traçabilité et c'est 99% du boulot. Et je vous ai pas parlé de blockchain. La blockchain, elle arrive après. La blockchain, en mes yeux en tout cas, n'a pas vraiment de rôle à jouer sur cette partie-là du projet qui est le gros du projet. Par contre, un projet de traçabilité du produit physique, c'est aussi un projet de traçabilité de la data. C'est-à-dire, alors là, j'ai pris un exemple d'une procédure, bon, vous pourrez la lire tranquillement chez vous en faisant un replay de la vidéo, mais l'idée c'est, j'ai un process de vente d'un smartphone. Et donc, j'ai un site e-commerce qui va avoir son client, puis j'ai un partenaire qui va gérer les paiements, j'ai un ERP qui va commencer à gérer la préparation, j'ai un manutentionnaire qui va chercher le bien, qui va le mettre dans un paquet, qui va l'envoyer à un logiciel de suivi des livraisons, qui va l'envoyer à un partenaire qui va faire la livraison, qui va me confirmer que ça a été réceptionné, puis mon site e-commerce à la fin qui va peut-être générer un email de confirmation, une facture, je sais pas quoi au client. J'ai plusieurs outils informatiques qui vont générer des événements informatiques pour dire voilà ce qui s'est passé. Et ces données, il y aura une heure, une date, une source, hein, je sais que c'est le site e-commerce qui à telle heure, telle date a déclaré cette information. Tous ces éléments qu'on va les mettre ensemble, c'est ce qu'on va appeler, en tout cas moi je vais l'appeler une piste d'audit. J'ai une piste d'audit et si jamais il y a un problème, on me dit comment ça il n'a pas reçu son téléphone, ce client, on veut retrouver l'information. Donc là on veut créer a posteriori l'histoire. Donc c'est cette traçabilité a posteriori du téléphone. Attends, j'ai toutes ces données, pourtant il ne l'a pas reçu, donc il y a un truc quelque part qui n'a pas marché et j'ai l'information pour aller rechercher la donnée. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces données sont fiables? Parce que c'est où les données sont fiables et il a vraiment reçu le téléphone et quelque part, il me ment, ce client. Ou les données sont pas fiables et déraper. Et là, on commence à rentrer dans le domaine où la blockchain est pertinente. Alors, continuons un petit peu. La data, finalement, ça se manipule. Imaginez, j'ai pris 3 exemples. Vous avez un contentieux client. Le client, il n'est pas content, il n'a pas reçu son smartphone, ou alors plutôt, on va dire, c'est une entreprise qui a pas reçu son conteneur de smartphone.
et qui va au tribunal. Contentieux client, le client dit j'ai pas reçu, vous arrivez avec le même fichier que je vous ai montré, et là les questions arrivent. Mais c'est un fichier Excel. Est-ce qu'il a pu être modifié? Qui a inséré les données? Est-ce que je peux voir la donnée d'origine? Parce que là, ce que vous me montrez est marqué site e-commerce. Est-ce que je peux voir la donnée du site e-commerce? Est-ce que par hasard, dans votre système, on pourrait avoir effacé les données par erreur? Qui a les droits d'accéder à cette donnée? Quand est-ce que cette piste d'audit a été faite? Est-ce que c'était la veille avant de me voir au tribunal ou est-ce qu'elle date d'il y a 2 ans quand le problème est apparu? Donc le juge peut challenger, de même qu'un auditeur peut challenger. Donc là, vous avez un auditeur qui vient en fin d'année pour calculer un bilan carbone ou pour donner une accréditation, voilà, un label ISO 9001 ou autre. Je vais vous dire, mais c'est bien ce que vous me racontez, là, ce que vous dites, c'est parfait, mais j'aimerais juste vérifier que ce que vous me dites, c'est bien ce que vous faites. De la même manière qu'on peut avoir des inspecteurs, on parle alors pas forcément de la police, mais là j'ai pris l'exemple de la répression des fraudes ou de la sécurité des produits, qui sont tout à fait légitimes pour venir voir et dire expliquez-moi comment vous gérez votre chaîne du froid. Expliquez-moi que ces produits que vous dites made in France sont bien français. Parce que sinon c'est des fraudes, sinon il y a un problème. Et si vous sortez un fichier Excel et vous n'êtes pas capable de répondre à ces données, ben, il est possible que le juge, l'auditeur ou l'inspecteur vous dise c'est pas suffisant. Et là, vous vous exposez à des problèmes qui peuvent être perdre un procès, ne pas avoir le label ou la certification que vous souhaitez, ou pourquoi pas même aller sur des amendes qui peuvent être, dans certains cas de métier, très très importantes. Donc là, j'ai posé les enjeux. Moi, la blockchain, je l'aime bien justement pour gérer ces sujets de piste d'audit, pour gérer de la data. Parce que la blockchain, on va le voir, ce n'est qu'un logiciel. Donc, il y a rien de magique. Si vous connaissez pas la blockchain, parfois on en parle à la télé, du Bitcoin et tout, on a l'impression que c'est un truc magique. Non, la blockchain, c'est un logiciel. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Vous pouvez aujourd'hui aller sur le site bitcoin.org, je crois, télécharger le logiciel Bitcoin, uploader les données, et ça, vous avez un petit bout de la blockchain chez vous. La blockchain, c'est qu'un logiciel qui permet avant tout de stocker de la donnée et de la donnée qu'on va appeler transactionnelle, c'est-à-dire c'est des messages, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou je veux faire ça, valider, je veux faire ça, valider, qui se stockent comme un fichier Excel avec des lignes. Ça permet de faire des calculs, notamment à travers ce qu'on appelle les smart contracts. On peut dire calcule-moi s'il te plaît 2 plus 2, puis la blockchain souvent peut calculer, dire le résultat est 4. Surtout, la blockchain est décentralisée. Donc, dans cet exemple, vous voyez, Bob, Yolande, Olivier, Yacine, Kim, ils ont tous une copie de la blockchain. Ils ont tous une copie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde, je reprends le slide d'après, conventionnel, où si je prends dans votre entreprise, vous avez un fichier Excel sur le serveur Teams. Vous pouvez travailler à plusieurs dessus. Par contre, si quelqu'un efface le fichier, tout le monde le perd. Si vous ne payez pas votre abonnement Microsoft, hop, vous perdez l'accès. Si pour X raison, l'administrateur de votre maison dit que vous n'avez plus le droit d'y accéder, vous n'avez plus ce fichier. Dans un monde blockchain, le fichier Excel, il est en fait stocké sur chacun des ordinateurs qui participent. Et donc, si personne ne peut vous le reprendre, vous en avez une copie, il y a une synchronisation. Et si, voilà, là on a un exemple, il y a 5 participants à la blockchain. Si celui du dessus, hop, disparaît, c'est pas grave, les 4 autres continuent de travailler ensemble. Donc le fichier, il est dupliqué et non pas centralisé. Ce qui permet d'avoir des modes de collaboration un peu différents. Ce qui est intéressant, donc, c'est que quand Yolande, Olivier, Bob vont rajouter des données, bah, tout le monde va les voir arriver. Et ces données vont être signées. On saura que c'est Yolande, ou plutôt, c'est pseudo-anonyme. On saura que c'est X8317, une chaîne de caractères comme ça qui est impossible à lire. Mais pour peu que Yolande vous a dit au début X8317, c'est moi, vous saurez que c'est Yolande. Quelqu'un qui arrive, qui vous a jamais contacté, qui s'est jamais manifesté, vous voyez X8317, vous ne savez pas. Mais si vous savez, c'est signé électroniquement et c'est horodaté. Il est marqué le Yolande. À 10h20, le 13 juin, a rajouté une ligne dans ses fichiers Excel décentralisés et partagés. Et c'est là l'élément clé de notre discours aujourd'hui, c'est qu'en plus de partager de la donnée, cette donnée ne peut plus être modifiée. Donc il y a tout un tas d'éléments cryptographiques dans une blockchain qui fait qu'une donnée qui est insérée ne peut pas être modifiée. Et ça, c'est assez magique, parce que quand on parlait de notre piste d'audit et notre capacité à aller devant un tribunal ou un auditeur qui nous dit est-ce que vous l'avez modifié, bah, la blockchain, ah non, je ne l'ai pas modifié. Et ça, c'est l'élément clé qu'on va aller chercher. Donc, on a parlé un petit peu de cette décentralisation. Si je reviens maintenant sur le côté transactionnel, vous voyez par exemple un exemple. Alors, en cryptographie, c'est toujours Alice et Bob depuis 30 ans. Donc là, on a Alice, et qui par exemple va envoyer un message. Alors, c'est un message structuré. Si elle sait coder, elle peut coder des lignes, c'est une petite dizaine de lignes. Sinon, elle passe par un logiciel qui fait pour elle. Mais le message, c'est moi, Alice, X1718, souhaite envoyer 2 bitcoins à Bob, qui s'appelle peut-être HD325. Elle prépare son message. Ce message, c'est un petit peu comme un email qui va être envoyé à un serveur, qui est ce qu'on appelle un nœud de la blockchain.
Et ce serveur va ensuite l'envoyer à tous les autres. Donc on va avoir une réplication du message jusqu'à ce que tous les participants de message voient le message d'Alice. Alice souhaite envoyer 2 bitcoins à Bob, ou X2738 veut envoyer 2 bitcoins à, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi imaginer par exemple une usine qui informe à travers de l'IoT, je ne sais pas quoi, son ERP que j'ai produit des t-shirts. Et cet ERP qui peut dire à la blockchain, moi, ERP, déclare que l'usine de Lyon vient de produire 5 lots de 2000 t-shirts taille XL, modèle HGIP26. Et on le met dans la blockchain. Et comme c'est signé horodaté, on sait que, voilà, 13h06, 10h22, l'ERP de l'usine de Lyon a déclaré une production de t-shirts. Et c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'il l'a pas fait, la production de t-shirts. Par contre, la donnée, elle, on peut la tracer. On trace pas le produit, on va tracer la donnée. Et on pourra dire et prouver que cette donnée n'a pas été inventée le 31-12 en essayant de maquiller une histoire, par exemple. Donc, quelque part, alors là, le petit logo que vous voyez au-dessus, c'est Ethereum. C'est la blockchain la plus importante pour ce type de projet aujourd'hui, une blockchain publique. Moi, j'aime bien dire que c'est un espèce de super Excel. Parce que c'est comme Excel, des lignes, du partage de données, de la possibilité de faire des calculs. Par contre, c'est décentralisé, c'est immuable. Donc, sur des projets de traçabilité, en fait, la blockchain, il faut le voir comme un super fichier Excel. Et petit point, je dirais, intéressant à avoir en tête, c'est qu'on peut se poser la question, souvent on me challenge, oui, mais quelle est la valeur juridique de la blockchain? Alors, la réponse peut être longue, mais je noterai quand même qu'en avril 2024, on a une réglementation qui s'appelle EIDAS 2.0, et qu'on a un article à la fin, 45.12, si je me trompe pas, qui décrit ce que c'est qu'un registre électronique. C'est une séquence d'enregistrement de données électroniques, un fichier avec des lignes, qui garantit l'intégrité, donc c'est l'immuabilité de ces enregistrements, et l'exactitude du classement chronologique, donc c'est là côté séquentiel, chaque chose arrive dans un ordre avec un horodatage. Une blockchain est un registre électronique au sens de la réglementation européenne. Et je vous épargne les petits paragraphes qu'il y avait en plus dans la réglementation, et il y a marqué et ce registre électronique, c'est quelque chose que vous pouvez présenter devant un tribunal. Alors le juge va peut-être pas l'accepter pour plein de raisons, mais en tout cas, vous pouvez, c'est une possibilité. Et donc c'est comme un fichier Excel, mais en un peu plus costaud. Alors c'est pour ça que le paragraphe suivant, c'est la blockchain pour plus de preuves numériques. Et ça va être mon axe principal. On peut faire la blockchain pour plein de choses, notamment plein de choses dans la traçabilité. Mais là où, et c'est encore une fois mon expérience personnelle, elle est la plus facile à mettre en œuvre et plus efficace, c'est sur les sujets de preuves numériques. Donc, hop, un petit jeu vidéo que j'aimais bien il y a une vingtaine d'années, où on joue un avocat qui est passé au tribunal et qui se faisait challenger à chaque fois sur les preuves. Mais si, monsieur le juge, mon client est innocent, j'ai des preuves, et puis forcément en face, on me disait, prouvez-le, prouvez-le. Comment on prouve ces choses-là? J'ai beau venir avec mes fichiers Excel, des fois le juge il va dire ton fichier Excel j'en veux pas parce que ça n'a aucune valeur à mes yeux, tu aurais pu l'inventer. Il y a peu de temps, le 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a confirmé, ou plutôt a rendu une décision concernant un litige qui avait lieu entre une société dans le monde de la mode et, et des commerçants qui vendaient des contrefaçons. Et donc la société voulait prouver que c'était de la contrefaçon, et notamment une des manières de prouver dans le monde de la mode que c'est une contrefaçon, c'est de dire ce modèle, ce schéma, ce design, voilà, le fait qu'il y ait des petites fleurs rouges et bleues, c'est moi qui l'ai inventé, c'est ma propriété intellectuelle. Et pour faire ça, il y a plein de moyens possibles. On peut faire des défilés de mode, on peut faire des photos, on peut passer à la télé, mais si vous faites qu'une photo, et que cette photo, ou même ce dessin, ce graphe, ce schéma, vous vous contentez de le montrer devant le juge, de quand ça date, ça se trouve que tu l'as fait hier. Prouve-moi que tu l'avais déjà dans tes mains avant le problème de cette contrefaçon. Prouve-moi donc ce que l'on appelle une preuve d'antériorité. Mais en l'occurrence, beaucoup d'acteurs du monde du luxe faisaient déjà de l'horodatage blockchain sur des images. Mais on a enfin une jurisprudence, et dans cette jurisprudence, le tribunal a considéré cette preuve qui est arrivée comme étant une preuve valable. Il a dit, oui, l'horodatage blockchain, ce que vous avez fait, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse. Boum, là, voilà ta preuve. Dans mon jeu vidéo d'il y a 20 ans, ça m'aurait peut-être permis de gagner ma partie. Alors, vous voyez, le truc, c'est que vous pouvez venir avec un fichier Excel, vous pouvez venir avec un fichier un peu plus balèze, qui va vous donner peut-être 5, 10, 20, 30, 50% de chance de plus de gagner le litige. Alors, les litiges sont rares, mais quand ils arrivent, vous êtes content d'y avoir pensé et de vous êtes préparé.
Pour prendre un autre exemple, le projet Audit dans l'industrie textile. Alors, j'ai eu le grand plaisir d'y participer un petit peu. Et son but, c'est d'aider notamment PME, TPE de l'industrie textile à raconter l'histoire de leur production. Donc, on a des matières premières, donc on peut en prendre de la laine, qu'on va transformer en fil, qu'on va transformer en tissu. Ces tissus vont être eux-mêmes transformés, ils vont être, voilà, on va les colorer, on va les teindre, on va les confectionner avec d'autres, on va rajouter plusieurs tissus ensemble, on va rajouter des boutons, on va rajouter des braguettes, un certain nombre d'éléments, ça pour avoir un produit fini. Donc on a des étapes, filature, tissage, ennoblissement, confection. À chaque étape, il y a une histoire. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bah, figurez-vous que la loi AGEC ou le passeport numérique des produits oblige, et obligera encore plus, à raconter tout ou partie de cette histoire au consommateur final. Donc vous voyez, là, vous avez peut-être remarqué que les étiquettes sur les habits qu'on achète sont de plus en plus longues. Aujourd'hui, on en a 4-5 parce qu'on nous raconte tout, comment le recycler, comment le traiter dans 12 langues. Mais c'est que le début. Bientôt, on va avoir des codes, en fait, des espèces de QR codes. On va avoir toutes ces histoires, le kilomètre parcouru, le bilan carbone, comment le recycler. Et forcément, on peut vous challenger. Mais est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Donc le client, il va peut-être préférer, s'il a le choix entre deux beaux t-shirts qui font à peu près pareil, au même prix, il va peut-être préférer celui où il a une preuve du Made in France à celui où il n'y a pas de preuve. C'est un débat aujourd'hui en France sur la qualité de la confection issue de Chine, par exemple. Ça peut être une nécessité si j'ai la répression des fraudes qui me dit de prouver. Ça peut être un sujet si jamais j'ai un concurrent qui vient me challenger en me disant ce que tu fais, c'est pas vrai, ce que tu racontes, c'est pas vrai. Et donc, la traçabilité des produits véridiques, la laine, les fils et autres, ça se passe quelque part. La traçabilité de la data, c'est-à-dire que tous les éléments qui viennent en plus de prestataires différents pour avoir une histoire complète, il faut que je demande à plusieurs personnes, et ben on peut imaginer les mettre dans une blockchain. Et donc on va avoir plusieurs intervenants qui vont raconter des petits bouts d'histoire, on va dire à telle date, telle heure, c'est lui qui m'a donné l'information. En plus c'est pratique, ça permet de dire, il y a peut-être une erreur, mais c'est pas moi, la responsabilité, c'est peut-être le gars d'avant qui s'est trompé. Et ça s'applique dans toutes les industries. Alors ça, c'est un projet que je connais un petit peu moins, mais je trouve intéressant. On est dans l'industrie aéronautique. C'est une news que sortie fin d'année 2024, c'est assez récent, donc on peut considérer que c'est toujours très d'actualité. On va être sur le sujet de la maintenance des avions Air France qui vont décoller. Et vous savez, on veut tous que l'avion se comporte bien. Donc il y a une tonne de réglementation pour dire comment il faut maintenir les pièces et tracer les pièces pour être sûr que voilà, le moteur, les hélices n'ont pas fait plus de X mille heures de vol, par exemple. Bon, on est d'accord, hein, d'ailleurs, c'est pas la réglementation qui nous pousse à faire ça. Air France n'a pas besoin de la réglementation pour se dire je veux que mes avions ne s'écrasent pas, parce que sinon Air France, voilà, ça va être compliqué son business. Donc la réglementation, on est là encore une fois que pour encadrer, peut-être motiver les derniers de la classe, voilà, mais c'est aussi surtout pour encadrer, normaliser. Et alors toutes ces histoires qu'on se raconte, bon, on peut des fois se poser les questions, est-ce que c'est vrai, est-ce que cette pièce détachée que j'ai achetée sur un autre marché s'est bien passée correctement, est-ce que tous les éléments qu'on me dit là sont présentables, justifiables, s'il y a un crash demain, imaginez, bah, il y a des crashs d'avions, il y en a eu un malheureusement hier, on va dire, montrez-moi le carnet de maintenance, et si le carnet de maintenance c'est un fichier Excel, vous pouvez être certain qu'il y aura un énorme débat pour dire, non mais vous vous foutez de moi, cet avion en fait, s'il s'est crashé, c'est parce qu'il était mal maintenu. Et là, si Air France arrive et disent non mais le carnet de maintenance que je vous présente, j'ai les preuves de dire c'est bien ça qui s'est passé, c'est beaucoup mieux. Et donc vous voyez dans ce projet, bah on a une petite couche à la fin qui s'appelle Digital Thread, voilà, et c'est Distributed and Secure Transaction, donc on est dans une blockchain décentralisée avec des transactions qui viennent et qui vont créer de la preuve numérique. C'est une blockchain. Et ça, textile, aéronautique, on va le trouver dans plein d'énergie. Si je reprends mon petit schéma de tout à l'heure, on peut imaginer une usine qui va dans la blockchain, et au lieu de parler de Bitcoin, elle dit j'ai fait des lots et des draps. Et puis par la suite, un bureau d'études qui dit bah moi je confirme que la consommation en eau de ces draps c'est 195 hectolitres. Une société de logistique qui arrive et qui dit oui, on a reçu les draps, on va les livrer. Une société de logistique qui dit c'est livré, la même. Un commerçant qui dit on a bien tout reçu chez nous, je confirme que la livraison est bonne et on a mis en vente. Voilà, tous ces éléments, ça peut être des données qui vont rentrer, signées par différents acteurs pour raconter l'histoire de ces draps et qui vont permettre de vérifier a posteriori, parce qu'encore une fois, en temps réel, ça peut être des systèmes très performants, mais a posteriori, l'histoire des bras de leur mise en vente. Alors, attention, je commence d'ailleurs là sur les conseils projets, dans une blockchain qu'on appelle publique, comme l'exemple d'Ethereum, tout ce que vous mettez est visible de tous. Donc c'est l'intérêt, il y a la transparence. On ne peut pas tricher, on peut montrer ça au juge, il me dit regardez, juge, c'est marqué.
Donc la preuve est de qualité. Mais il y a des raisons de confidentialité, de secret industriel. Vous ne voulez pas tout mettre dans une blockchain. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de tout mettre. Vous ne pouvez pas mettre le nom de quelqu'un parce que c'est PRGPD. Comme on ne peut pas effacer les choses, si vous mettez un nom de quelqu'un, vous pourrez pas, il n'y aura pas le droit à, comment on appelle ça, on ne pourra pas effacer l'information d'Internet, comme la loi l'exige. Donc, vous ne voulez pas tout mettre dans votre blockchain. Alors, vous avez deux grandes solutions, il y en a d'autres, hein. Il y a des alternatives avec des technologies de chiffrement de données avancées, mais les deux plus simples. C'est un, vous faites une blockchain à vous. C'est la vôtre. Voilà. Vous la rendez pas ouverte à tout le monde, c'est pour vous, puis vous choisissez vos 3-4 partenaires commerciaux et vous dites voilà, c'est pour nous, et ce réseau, il est dans nos entreprises, protégé de l'extérieur, comme une base de données traditionnelle. Donc là, finalement, on peut faire ce qu'on veut parce que il n'y a pas de problème de confidentialité, on est entre nous, entre copains. Dans d'autres cas d'usage, même entre copains, c'est pas suffisant. Et donc, vous dites blockchain privé public, c'est pas le sujet, c'est moi, je veux pas mettre la donnée confidentielle, je veux juste mettre la preuve. Et donc, on va pas mettre la donnée, j'ai fait ceci, j'ai livré 5000 draps à telle heure, on va juste mettre ce qu'on appelle l'empreinte numérique, ou ce qu'on appelle le hash. Donc, c'est une espèce de raccourci de l'information qui permet de prouver qu'on avait des données dans ses mains à un instant T. Alors, je me sens obligé de vous expliquer très rapidement ce que c'est que le hash. Alors ça se fume pas, hein, on est en cryptographie. Le hash, c'est quoi? C'est des algorithmes mathématiques qui permettent, quand on va rajouter de la donnée, donc la donnée c'est des 1 et des 0. La donnée, ça peut être un mot comme renard, une phrase, une grande phrase, ça peut être une chaîne de caractères très longue, mais ça peut être aussi un fichier PDF, un fichier zip, une image. À la fin, c'est des 1 et des 0. C'est des 1 et des 0 qu'on va passer dans mon algorithme. Et si on a le même algorithme, par exemple là c'est MD5, MD5, les données qu'on rentre dedans vont mouliner et à la fin on aura toujours le même résultat. Qui va toujours faire, alors, si je ne me trompe pas en MD5, ça doit être 32 caractères, je me trompe peut-être, désolé pour les experts. Les mêmes données entrantes, le même algorithme, toujours le même résultat. Et à quoi ça sert? Ça permet de dire a posteriori, j'ai pas mis dans la blockchain le mot le renard marche sur la glace, je l'ai gardé dans ma base à moi, dans ma base de données. Par contre, dans la blockchain, j'ai mis ce H69EC8. Et demain, si on me challenge, je peux dire, regarde, si tu prends cette phrase, tu calcules le H, tu arrives sur la même phrase. Et ça, vous savez, dans un H, on ne peut pas l'inventer a posteriori. Il est impossible à partir de ces éléments, j'ai 32 caractères, on comprend bien qu'il est impossible de régénérer l'intégrale de 20 minutes sous les mers. C'est la caractéristique du hash. Et donc, on peut dire, pour l'avoir généré, ce hash, ça voulait dire que j'avais déjà ces éléments dans ma base de données. Et je ne l'ai pas inventé au dernier moment. Donc, si je reprends mon exemple de piste d'audit, j'ai des sites e-commerce, j'ai de la data, j'ai un quand, j'ai un où. Tout ça, dans une base de données, on va le stocker de manière concaténée, une information sérialisée. Donc, par exemple, on va dire, alors ça peut être des points-virgules, voilà, des codes, des 2 points, des espaces. Et cette chaîne-là de caractères, je le mets dans mon algorithme, MD5, SHA-256, il y en a des tonnes, et ça me calcule un hash. Et ce hash, lui, je peux le mettre dans la blockchain, et là, par contre, ce n'est a priori pas de la donnée confidentielle. Petite astuce, hein, donc, à garder en tête, très importante, très très utilisée sur ces sujets-là. Un exemple très concret, vous voyez une plateforme qui s'appelle TDG by Coexia. Alors j'ai le plaisir d'avoir participé à sa création. C'est une solution de signature électronique. Et la signature électronique, on n'est pas dans le produit industriel, mais on est quand même très encadré par la loi. La loi a dit voilà, il faut faire les choses avec de la rigueur. Il faut expliquer tout. Faut respecter un certain nombre d'étapes pour faire de la signature électronique si on veut que la signature ait une valeur probatoire. Et puis, il faut être capable de prouver que tout s'est bien passé. Donc là, vous voyez, le système a généré un fichier. Alain Broustaille a fait une demande de signature du fichier AXA. Il a ouvert la demande, il a signé, il a déclaré des choses, Ces données-là, on les sérialise. Ces données-là, on va en faire un hash qu'on va déposer dans la blockchain. On peut aussi déposer des fichiers, donc toujours à travers TDG. À travers TDG, là, par exemple, PV de réception de travaux, là, j'ai refait, je sais pas quoi, moi, des travaux, j'ai fait construire un mur, un truc, une terrasse, n'importe quoi. J'ai des factures, des attestations d'assurance, des PV de réception. Si je veux les horodater pour être capable de dire devant un tribunal, et ces informations datent de telle date, et je peux prouver en tout cas que je les ai pas créées la veille au soir, à nouveau, on peut, et regardez, qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas mettre le fichier qui est confidentiel dans la blockchain pour que tout le monde le voit, non, on va juste calculer le hash du fichier et mettre ce hash dans la blockchain. Alors c'est très concret parce que cette solution TDG est tournée en production, il y a plein de clients qui l'utilisent, donc qui utilisent déjà de la blockchain pour faire de la traçabilité de documents, de la certification ou de processus de signature électronique.
Ça, c'est pour moi la preuve numérique, l'usage numéro un de la blockchain. Ensuite, on peut rentrer dans des sujets de blockchain que je qualifie de collaboratifs. Alors, voilà, comment faire un projet blockchain? On rentre dans le détail. Il y a deux manières. Vous pouvez le faire en solo. Par exemple, ici, industrie du diamant. Le diamant, il va dans une ou plusieurs usines, il est retapé, il est affiné, il est traité, et puis il va être inséré dans un beau bijou. En l'occurrence, on a mis une montre qui va être livrée dans un beau magasin haut de gamme rue de la Paix à Paris. Si vous, votre place c'est ici. Vous voulez juste dire, j'ai reçu un diamant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela avant de le donner à l'horloger, pas de souci. Votre ERP, vos outils, vous pouvez déverser de la donnée dans une blockchain. Ça fait de la preuve, ça vous protège un peu plus. Ça change pas vos process industriels, mais vous faites de la traçabilité de la data. Alors, ce qu'il faut, c'est comprendre un peu le principe, mais c'est facile, hein, ou sinon vous appelez un consultant comme moi, on vous explique, ça va très vite. Et puis, a priori, vous avez besoin de comprendre un petit peu la technologie blockchain pour envoyer les transactions, mais très honnêtement, si vous êtes un grand groupe, vous avez une DSI, ça se passe d'expérience, ça peut se faire en quelques semaines seulement, c'est pas très compliqué. Si vous êtes en solo. Et puis pire, si vous êtes plus petit ou si vous voulez pas vous enquiquiner, bah, vous pouvez prendre l'exemple de la plateforme TDG juste avant, dire finalement j'ai même pas envie de le faire moi-même, je vais passer par un prestataire. Lui, je vais communiquer avec lui dans des technologies que je connais déjà, API REST pour ceux qui comprennent, au lieu de ici ce sera peut-être du RPC. Donc API REST, j'envoie de la donnée, des hash, des machins comme je sais le faire, et puis je vais laisser le prestataire poser ces informations dans la blockchain à ma place. C'est encore plus simple à mener. Il y a peut-être un petit coût de licence en plus ou de service. Effectivement, il y a un intermédiaire, donc c'est un petit risque à analyser. Voilà, qu'est-ce qui se passe s'il marche pas comme il faut. Mais globalement, c'est très simple à faire. Et après, il y a les projets à plusieurs. Je vais appeler ça des projets. Alors, ça peut être des projets de traçabilité parce qu'on a plusieurs acteurs, comme un camion, voilà, l'usine, le camion, le magasin, qui vont tous ensemble se dire, on a un intérêt tous ensemble à raconter une histoire de bout en bout. Parce que si on peut prouver que le diamant est un vrai beau diamant qui vient d'une mine dans un pays qui a tout à fait le droit de faire des diamants et non pas voilà, un Blood Diamonds, et au passage, allez voir le film avec DiCaprio qui est génial, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, si je peux prouver l'histoire de mon diamant, eh ben, je veux prouver l'histoire de ma montre et je vais peut-être la vendre plus cher. Je vais peut-être pouvoir faire une histoire qui est plus chère pour le magasin. Tout le monde a intérêt, donc le producteur de diamants, celui qui fait les montres, tout le monde sera content de raconter cette histoire de bout en bout. Mais là, dans cet exemple-là, ça sous-entend que tout le monde s'est mis d'accord au préalable sur quelles données on met, dans quel format de données, et puis quel protocole blockchain on utilise, comment on communique dans la blockchain. Je peux vous dire que dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est pas je vous l'ai dit, la technologie est simple pour utiliser la blockchain. Par contre, mettre tout le monde d'accord, eh ben, ça peut être compliqué, ça peut être long, parce qu'il y a 3 acteurs, en général, il y en a plus que 3, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 10, il y en a 300. Donc, mettre tout le monde d'accord sur la manière de faire aujourd'hui et dans le futur, c'est pas simple. Attention à ces projets que je vais appeler de consortium, il faut s'armer de patience. Vous pouvez aussi dire, bon, comme c'est compliqué, plutôt que d'essayer de nous organiser entre nous, on va déléguer à un tiers, un éditeur de logiciel, on va créer notre GIE, on va nommer quelqu'un, une entité, on va dire, ou alors on va se mettre d'accord pour utiliser les services d'une plateforme qui est déjà là, on va dire, voilà, on va utiliser cette plateforme-là, cet éditeur, et c'est à lui de définir quels sont les protocoles, la technologie, et puis comme nous, la blockchain, on ne connaît pas bien, bah, il va nous dire dans des formats de communication que je maîtrise, voilà la donnée que je veux, et je m'occupe du reste. Alors ça, c'est plus simple à mettre en œuvre si vous prenez une solution qui existe déjà. Par contre, si vous voulez créer cette solution ensemble, donc ça arrive plein de fois dans l'histoire où il y a plein d'acteurs qui vont se mettre d'accord, qui vont mettre l'argent au pot, ils vont créer ensemble dans un consortium une nouvelle société qui va être en charge de gérer cette activité. Là, alors je crois que j'en parle juste après. Ici, petit conseil, attention. Parce que ces idées de consortium, alors c'est excellent quand ça marche. C'est excellent parce que on a une traçabilité de bout en bout, 360 degrés, tout le monde participe. Puis au-delà de la partie de traçabilité de la data aux preuves numériques, quand tous les acteurs acceptent de partager de l'information, bah, on arrive aussi à avoir ce ROI positif sur l'efficacité opérationnelle. Mais les échecs passés ont été très nombreux et la plupart d'entre eux ne sont pas dus à des problèmes techniques, mais plus à des problèmes de gouvernance. Parce que si tout le monde, imaginez, vous avez 10 acteurs autour de la table, au début, ils sont tous d'accord, mais au bout de 2 ans, peut-être qu'il y en a un qui va avoir des problèmes financiers, peut-être qu'il y en a un au contraire qui va cartonner, peut-être que 2 d'entre eux vont devenir les meilleurs ennemis ou concurrents du monde, et vont se dire, bah, finalement, j'ai pas les moyens de supporter le projet comme j'aimerais, ou je trouve qu'il n'y a pas assez de confidentialité là-dedans, je me retire.
Ça, c'est des sujets qu'il faut réfléchir à l'avance. Cette gouvernance dans la durée, le modèle économique aussi, qui va payer? Qui va payer? Il y a trop de projets qui sont partis en disant on verra sur le chemin. Mais il y a quand même des projets qui marchent. Je vous ai mis là quelques exemples en dessous de projets. Alors, dans l'espace maritime, dans le transport d'hydrocarbures, dans les diamants, on en parlait, dans l'énergie ou dans le domaine du luxe, que vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a des projets qui sont encore très d'actualité, qui connaissent a priori un certain succès, alors qui est toujours un peu relatif, parce que c'est trop récent. Voilà, le succès, moi j'aime bien le regarder 10 ans après. 10 ans après, or ces projets, sauf erreur, peut-être Energy Web à 10 ans, mais les autres c'est pas le cas. Donc le succès, c'est à la fin qu'on le mesure, mais ce sont des projets qui prouvent en tout cas que les acteurs peuvent se mettre d'accord pour trouver une valeur ajoutée sur un modèle économique particulier. Alors, dernier point de la déclaration en action. Tout à l'heure, on parlait que du déclaratif, de la preuve. Il faut voir que dans la blockchain, on peut avoir des smart contracts, c'est-à-dire des petits programmes. On va mettre un programme, de la même manière dans un fichier Excel, on peut mettre des macros, on peut mettre des formules. Et donc, ces petits programmes, on peut tout à fait imaginer, ah bah quand tu vois passer un message de ce type-là, déclenche une action. On déclenche la livraison dès que le client confirme dans sa blockchain la commande. Déclenche un paiement dès que tel ou tel type d'événement arrive. Il y a même des papiers, là j'ai vu un papier d'un docteur, un PhD il y a quelques années, qui avait publié un excellent papier de plusieurs dizaines, centaines de pages sur la supply chain décentralisée. Comment des acteurs demain pourraient tous se mettre d'accord entre eux pour travailler dans un monde blockchain. Et en fait, on n'a jamais vu arriver. Ça fait presque 10 ans qu'on y réfléchit, on l'a pas vu. Ça ne veut pas dire que ça marchera pas. Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à trouver une valeur ajoutée assez forte. Alors, où on a eu des contraintes techniques, ou ces sujets de l'immuabilité c'est bien, mais ça a ça rajoute des contraintes. La confidentialité qui est pas là, ça rajoute des contraintes. Il y a des frais, il y a une technologie qui est un peu neuve. Tout ça, on se rajoute des problèmes quelque part dans un projet qu'on sait gérer par ailleurs d'une autre manière. Donc pourquoi s'enquiquiner, pourquoi s'embêter? Si mon retour sur investissement n'est pas suffisamment élevé, si j'ai pas trouvé le cas d'usage parfait, pourquoi y aller? Et c'est mon conseil. Si vous n'êtes pas tout à fait certain de pourquoi la blockchain, n'y allez pas. Parce que si vous n'êtes pas vous certain, et alors que c'est votre projet, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, voilà, quand les gens vont regarder à l'extérieur, à vos investissements, ils vont dire, mais on a dépensé combien pour faire ça? Donc, n'y allez que si vous êtes certain. Petit point cependant, il n'est pas impossible que dans le futur, avec le développement des paiements cryptoactifs, je pense notamment à ce qu'on appelle les stablecoins, ou on verra en forme d'euros numériques, de monnaie numérique d'État, donc on verra ce qui va se passer, cette réflexion redevienne à l'ordre du jour. Pour qu'on puisse, par exemple, dire, dès que le livreur a confirmé un paiement, dès que le client a confirmé la livraison, hop, fait un paiement de manière instantanée, ou un micro-paiement en euros tokenisés. Si à 20h, le livreur n'a pas livré, va piocher directement chez lui pour lui prendre des pénalités. On n'attend pas la fin du mois, on ne fait pas une facture, on y va tout de suite. Si toutes les étapes du processus qualité sont faites, génère un certificat de propriété pour un produit, un titre de propriété, façon NFT, on va en parler, et mets-le sur une marketplace. Donc il y a des idées intéressantes, mais c'est vraiment de la prospective, et à moins que vous soyez des acteurs entre vous dans une consortium ou un très grand groupe avec un cas d'usage assez intéressant, je vous déconseille d'aller trop dans cette réflexion aujourd'hui, vous risquez de perdre beaucoup de temps et d'énergie. Alors on vient de parler de NFT, d'actifs numériques tokenisés. N'oublions pas que la blockchain, quand elle a été inventée, et ça fait déjà maintenant 16 ans, fin 2008, rentrée en production début 2009, Bitcoin, c'est un peu un dinosaure Bitcoin. Parce que le code n'a pas changé. On a un logiciel qui fonctionne aujourd'hui exactement comme il fonctionnait, à quelques très rares exceptions, il y a 15-16 ans. Et en plus, ça fonctionne bien. Bon, je trouve que c'est hyper élégant. Et Bitcoin, c'est quoi? C'est du transfert d'actifs, c'est du transfert de valeur. Les cryptoactifs, un usage qui est meilleur, il vaut mieux parler de cryptoactifs que de crypto-monnaie parce que c'est pas forcément de la monnaie ce qu'on va mettre derrière ce token. C'est-à-dire que dans ma blockchain, je vais dire, je choisis qu'est-ce que c'est que mon token, à quoi il sert, quelles sont ses règles de fonctionnement, combien j'en ai, est-ce que j'en ai 10, 1000, 1 milliard, est-ce qu'il y a un nombre limité, pas limité, qui peut les créer, est-ce que j'ai le droit de les transférer, de les acheter, de les détruire, qui peut le faire? Donc tout ça, c'est du code informatique, c'est comme un fichier Excel, c'est moi qui décide à travers mes formules et mes macros ce que je fais dedans. Et en France, c'est la loi, c'est bien encadré, alors peut-être que vous aurez besoin d'un conseil juridique sur certains sujets, mais vous pouvez faire globalement ce que vous voulez. En tout cas, vous arrêtez pas dans votre réflexion créative, vous pouvez en créer, vous pouvez en acheter, vous pouvez en conserver, que ce soit pour faire de la spéculation financière ou des projets d'entreprise de traçabilité. On a des tokens fongibles
Ils se ressemblent tous. Voilà, un Bitcoin, ça ressemble à un autre Bitcoin. 0,3 Bitcoin, on peut faire 8 chiffres après la virgule. C'est comme les euros. Il n'y a rien qui ressemble plus à un euro qu'un autre euro. Pareil pour les Bitcoins. Et puis il y en a des non fongibles. Non fongibles, on peut pas les diviser, on peut pas les couper. C'est comme si vous dites j'ai un ticket de loterie, il y a un numéro dessus, le ticket de loterie, si vous le coupez en deux, il vaut plus rien. Le ticket de loterie, il est unique. Donc vous avez plein de tickets de loterie, ils sont tous pareils quelque part. C'est tous des tickets de loterie, mais ils n'ont pas le même numéro. Et donc les tokens non fongibles, c'est ce qu'on appelle des tokens des NFT. Voilà, c'est le même principe, mais quand on les a créés, on leur a donné des numéros uniques. Et ceux-là, on ne peut pas vraiment les additionner ou les couper. Alors, premier conseil, si jamais vous voyez une startup, dans des startups qui vient vous voir et vous dire, waouh, j'ai un super projet avec de la traçabilité dans l'industrie et tout, puis j'ai mon token. Investissez dans mon token ou j'ai mon token. Attention, red flag, parce qu'on le sait aujourd'hui, 95-99% des projets d'industrie avec des tokens ont été des échecs dans le passé, pour plein de raisons. Premier conseil, évitez le token dont l'utilité n'est pas certaine. Si vous ne comprenez pas à quoi il sert ce token, n'y allez pas. Si on vous dit oui, mais ça fera plein de trucs, on verra sur le chemin, même conseil, n'y allez pas. Hein. Restez sur des choses très certaines. Parce que vous risquez au mieux, c'est mon avis, de tomber sur un projet avec des tokens qui servent pas à grand chose et vous avez investi dans quelque chose qui sert à rien, c'est dommage. Et au pire, de tomber dans une escroquerie, il y en a malheureusement eu trop dans le passé. Autre chose, pour moi, ces tokens ne servent en général à rien dans ce contexte métier, parce que dans d'autres, sauf si peut-être, comme je vous l'ai dit, les paiements en cryptoactifs devaient redevenir ou devenir d'actualité. Alors après, les NFT, c'est un peu particulier, parce que les NFT, c'est des certificats de propriété. Donc derrière, on peut dire derrière ce NFT, c'est le droit d'acheter une paire de chaussures, c'est le droit d'entrer au cinéma. Ça permet de prouver des choses. On a des cas d'usage de lutte contre la contrefaçon, par exemple, très pertinent. Mais il faut juste savoir, et je pense que vous vous en rendez compte aujourd'hui, 2-3 ans après la vague des NFT, que la plupart des projets passés ont été des échecs. Il faut voir que c'était des échecs souvent parce que c'était que des opérations marketing. Voilà, on vend des images associées à une marque et des NFT, et puis des promesses, et avec ça, vous ferez plein de trucs, et ces promesses n'ont jamais été réalisées. Parce que ça coûte cher à réaliser, que finalement, une fois qu'on a vendu les choses, qu'on a déjà l'argent, on n'a plus forcément la motivation. Ensuite, il y a des projets qui vont vous dire le NFT, ça permet de faire le suivi de la vie sur le marché secondaire d'un bien. Moi, j'y crois moyen parce que dans la plupart des cas, en tout cas, voilà, vous avez une montre de luxe, vous avez un NFT, vous pouvez donner la montre de luxe à votre fils, la vendre, voilà, dans une boutique sur un coin de table sans que le NFT ait bougé ou l'inverse. Et je vous dis bonne chance pour expliquer au propriétaire d'une Rolex qui doit faire ou que l'obliger à faire une transaction de NFT avant de donner ou de vendre sa montre. Ça me permet, moi, très difficile, voire impossible. Mais il y a des cas d'usage, et je prends celui-ci. Dans le vin, là, vous voyez Intercellar, une belle société française, qui vous permet d'acheter Château La Mission Aubryon 2024, 201 €, une bouteille. Alors, vous pouvez l'acheter en ligne, vous pouvez la commander, hop, elle arrive chez vous et vous la buvez très bien. Mais vous pouvez aussi vous dire, il faut attendre au moins 10 ans avant de pouvoir le voir. Donc, j'ai pas la cave, le stockage, je vais la laisser dans la cave du partenaire Interstellar, qui est une belle cave à Bordeaux, si je ne me trompe pas. Et mon certificat de propriété numérique, qui est un NFT, j'attendrai dans 10 ans pour le renvoyer et recevoir la bouteille. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous achetez 3 bouteilles, 3 NFT, vous pouvez dire, la première, j'attends 10 ans. La deuxième, je la veux tout de suite. Et la troisième, je veux le donner à ma femme. Je veux l'envoyer à mon fils. Voire mieux, je veux la mettre en vente sur une place de marché. Et là, on se retrouve avec une place de marché où quelqu'un qui n'a pas accès au marché primaire, qui n'a pas pu être là quand cette bouteille a été juste mise en vente, a l'occasion d'acheter une bouteille en ayant la certitude que cette bouteille est bien conservée, dans des bonnes conditions, que c'est un original. Et là, on est sur la traçabilité. Le NFT est utilisé sur un marché secondaire. La bouteille n'a pas bougé physiquement. Mais par contre, moi, je peux l'acheter, le revendre, le tracer, en ayant une certitude que la bouteille est dans des bonnes conditions. Alors, on va finir là. Un petit conseil, si vous vous lancez sur des projets de consortium, là, c'est la tête, vous le reconnaissez peut-être, c'est votre directeur de projet à qui vous allez dire organise tout le travaux avec tous les partenaires. Honnêtement, les projets de consortium, voilà, faut être armé de patience, d'énergie, avoir un très bon financement, une grosse gouvernance, parce que sinon, ça, c'est la tête de vos équipes dans moins de 6 mois, je vous le garantis. Pour ce qui est de créer des pistes d'audit fiables, donc rajouter de la preuve numérique sur des fichiers Excel un peu élaborés, moi, c'est des sujets que je considère comme déjà très matures, finalement. En tout cas, j'ai de l'expérience, je l'ai fait un paquet de fois et je vous promets que c'est pas très compliqué. Il y a rarement de problème de faisabilité. Il y a
une analyse coût-avantage requis. Parce que comme l'avantage n'est pas massif quelque part, hein, on va pas révolutionner la supply chain, on va juste rajouter de la preuve pour gérer des problèmes potentiels. Il faut donc que les coûts de mise en œuvre soient en face de ces avantages. Donc, si vous êtes un grand groupe et vos litiges, ils se comptent en dizaines de millions d'euros et ça vous coûte 20 000 euros à faire, allez-y. Et puis, si vous êtes une TPE, PME, que ça coûte 20 000 euros et puis vous, votre chiffre d'affaires, c'est 20 000 euros, on oublie. Par contre, réinventez pas la roue. Vous faites pas plaisir, voilà, technologiquement. Considérez que sur ces sujets, votre projet de traçabilité, vos trucs avec vos capteurs, vos puces RFID, vos tags, vos ERP, vos MES, tout ça, c'est le gros du projet. C'est là que vous devez faire un focus. Mais que tant qu'à faire un nouveau projet, pourquoi pas rajouter la petite cerise sur le gâteau, que moi je vais appeler la blockchain, c'est ça, voilà, qui va donner à toutes vos données une valeur beaucoup plus forte, qui va faire plaisir parce que peut-être que vos clients vont acheter plus cher, vos auditeurs seront plus contents, les juges seront plus contents. Voilà, il y a plein de cas d'usage sur lesquels vous serez content d'avoir pensé à faire ça. Avant-dernier point, je crois, garbage in, garbage out. La blockchain trace la donnée, mais elle garantit pas que la donnée est de qualité. Donc, si de toute manière vous lui balancez des données qui sont de mauvaise qualité, mal structurées, pas belles, bah à la fin vous aurez un truc qui vaut rien. Donc voilà, votre projet, encore une fois avant tout, c'est d'avoir de la bonne donnée, au mieux de la bonne donnée dans un fichier Excel que de la donnée toute pourrie dans une blockchain que vous ne pourrez pas réutiliser. Donc, garbage in, garbage out. Si vous devez choisir une blockchain, c'est un sujet qu'on va pas aborder aujourd'hui, mais il y a plein de questions qui se posent. Voilà, la pérennité de la blockchain, sa taille, le montant du market cap, qui est l'équipe, quelle est la technologie, l'impact environnemental, les coûts d'usage qui ont souvent été sur- et sous-estimés, le dynamisme de l'écosystème. Donc ça, si c'est pas votre sujet, bah vous demandez. Vous aurez peut-être dans votre famille un jeune de 18 ans très motivé qui vous aidera, ou plein de consultants sur le marché qui sauront vous accompagner. Et puis voilà, attention aux données déposées. Rien ne s'efface dans la blockchain, c'est le point fort, mais aussi le point faible. Et faites d'ailleurs attention, c'est pas seulement la déposer elle-même, mais les métadonnées. Parce que si tout le monde dépose des données à 17h le samedi, vos concurrents sauront, tiens, il se passe un truc, peut-être que il a ouvert une branche aux États-Unis sur d'autres créneaux horaires, parce que nous, à 17h, on ferme. Donc la métadonnée même de la transaction peut être quelque chose qui sera suivi par vos concurrents. Voilà. Dernier slide, me semble-t-il. Ne tombez pas dans la hype technologique. Étudiez les projets passés, il y a eu beaucoup d'échecs et vous pouvez apprendre beaucoup de ces échecs. Faites attention à la réglementation parce que dans chaque secteur d'activité, elle est différente. On n'a pas la même dans l'alimentaire et dans le textile sur la traçabilité, mais aussi sur la blockchain. Si vous êtes à plusieurs, pensez à Indiana Jones. C'est pas simple. Réfléchissez bien avant de vous lancer. Et puis, on a des petits sujets de cybersécurité qui, très honnêtement, dans la blockchain, ne sont pas compliqués, mais qui sont un peu différents du quotidien. Donc, peut-être que vos équipes n'y penseront pas. Donc, voilà, un petit pas de côté pour bien regarder ça. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et je crois qu'on a le temps de prendre une ou deux questions. N'hésitez pas à les taper dans le chat et Marie-Caroline me les transmettra. Merci beaucoup pour votre présentation, Alain. Oui, effectivement, on a eu pas mal de questions. Première question, est-ce qu'une blockchain doit être publique? Est-ce qu'une entreprise peut posséder sa propre blockchain privée? Et comment assurer la confidentialité de cette blockchain? La personne précise que cette blockchain privée doit être recevable pour des questions juridiques telles que la concurrence, la protection du secret industriel. Alors, bon, c'est un long débat. Ce qu'on appelle une blockchain publique, donc c'est une blockchain qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut installer participer, regarder, puis voir ce qu'il y a dedans. Donc la blockchain publique a souvent l'avantage d'être très sécurisée dans le monde de la blockchain, plus être participant, plus la solution est redondante. On comprend bien que s'il y a 10 000 personnes qui ont un nœud, même s'il y en a 50 qui débranchent leur ordinateur, le truc continue de fonctionner. Donc plus c'est redondant, plus c'est fort, plus en général on va lui trouver une valeur probatoire. Par contre, en face de ça, on a ces problèmes de confidentialité, on peut pas mettre ce qu'on veut comme on veut. Et donc, ça peut être un sujet. Ça, c'est blockchain public. Moi, je l'aime bien quand dans la blockchain publique, tout ce qu'on met, c'est des hashes. Si on met que des hashes, la blockchain publique, notamment les grandes blockchains publiques, pour moi, c'est la meilleure solution pour faire de la preuve. Par contre, il y a si vous voulez mettre de la donnée en clair, la seule solution qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est-à-dire marquer noir sur blanc, j'ai commandé, j'ai fait ceci, il faut créer votre propre base de données. Donc, ce qu'on appelle une blockchain privée. Vous mettez d'accord avec vos collègues. Techniquement, c'est pas dur à faire. Par contre, on se retrouve avec des problèmes de gouvernance, de budget, des choses comme ça. Et alors, la question c'était, est-ce que c'est recevable devant un tribunal? Alors déjà, il faut voir que de toute manière, au tribunal, on est sur de la preuve libre. On peut arriver avec ce qu'on veut devant un tribunal et c'est le juge qui va apprécier la qualité des sujets. À mes yeux, une blockchain publique, il y a très peu de jurisprudence aujourd'hui et puis très peu de fois, un tribunal a dû faire appel à un expert technique pour dire, hey, adressons la qualité de cette blockchain.
Maintenant, s'il devait le faire demain, si le litige est tout petit, pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Si l'enjeu est gros, l'expert, si vous avez besoin de trouver un expert Bitcoin, aujourd'hui, vous en trouverez plein sur le marché. Plein de gens très compétents qui vont dire Bitcoin, ça marche, c'est parfait. Et le juge, quelque part, va être obligé d'accepter, je pense. Par contre, si vous dites, ouais, moi j'ai fait un logiciel, ça s'appelle une blockchain privée, on n'est que trois dedans, moi, mon frère et ma maman, vous avez beau avoir mis la meilleure technologie, ça va peut-être être plus difficile à justifier ou plus coûteux en termes d'expertise, d'analyse, d'ingénieur que vous allez faire venir en tant qu'expert judiciaire, et peut-être que vous n'aurez même pas envie d'aller là-bas parce que payer 20 000 euros pour prouver ça, c'est peut-être supérieur à l'enjeu. Donc, quelque part, il y a un arbitrage à faire entre dans quel contexte industriel vous êtes, est-ce que c'est des grands groupes, des petits groupes, et quels sont les enjeux en termes de données. Si vous n'allez pas au tribunal, si c'est juste entre vous, partage de données, la blockchain privée, c'est parfait. Après, on peut aller un peu plus loin parce que cette réglementation européenne sur les registres électroniques, il y a une petite que je ne vous l'ai pas dit, mais juste derrière, on parle de registres électroniques qualifiés. Donc, elle dit, mais on va quand même mettre en place une norme qui n'est pas encore sortie pour faire des blockchains hyper sécurisées qui, elles, seront vraiment acceptables au tribunal. Et ces super blockchains, entre nous, a priori, ne pourraient être que des blockchains privées, mais auditées par l'ANSI ou par l'équivalent. Donc, peut-être que le très haut de gamme de la preuve, dans le futur, ce seront des blockchains privées. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Alors, c'est un débat d'experts, on va le stopper tout de suite pour prendre une autre question, mais j'espère avoir déjà donné quelques billes. Merci. Alors, j'ai donc une question divisée en plusieurs questions. Donc, concernant la répartition des données de la blockchain, dans le cas d'un projet d'entreprise, qui doit Oui. installer la blockchain pour pouvoir stocker les infos? Est-ce que c'est le rôle d'utilisateurs internes? Est-ce que c'est des utilisateurs lambda? Alors, à mes yeux, dans un contexte d'entreprise, ne laissez jamais les utilisateurs faire des projets de ce type-là sans l'implication de la DSI. Jamais. Et à la DSI, ensuite, de comprendre le métier, ce qu'on veut faire et de juger un minimum de la cybersécurité du projet. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'installe ou pas dans la boîte? Ça peut être oui, ça peut être non, ça je ne sais pas juger. Par contre, si on doit l'installer, on ne fait pas n'importe comment. Surtout, on ne veut pas laisser un utilisateur lambda qui n'a pas la connaissance du cadre juridique ou de la technologie commencer à balancer de la donnée dedans. Parce que pour peu qu'il s'amuse et qu'il fait un test et il marque Alain Toto, Alain Broustaille, rien que cette phrase-là, il est dans l'illégalité parce qu'on pourra plus effacer mon nom. Donc, ne laissez pas les utilisateurs d'une entreprise installer des bouts de blockchain sans qu'il soit un contrôle fait un minimum. Et je dis la DSI parce que c'est probablement eux les plus compétents. D'accord. Et donc, quid des données en ligne qui sont stockées dans la blockchain? Est-ce Ouais. qu'elles sont lisibles à l'œil nu? Quelles données sont stockées dans ce registre? Ben, un registre comme Bitcoin, Ethereum, Solana, qui sont des grandes blockchains publiques, n'importe qui peut envoyer dedans n'importe quoi, pour faire simple. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver? Bah, alors là, si vous piochez, dans Bitcoin, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait des crypto-graffitis. Moi, j'ai envoyé des messages de Noël à des amis, ce genre de choses. Globalement, 99,99 des informations, des informations dans Bitcoin, c'est juste des transactions de je t'envoie et je reçois des Bitcoins. Donc, est-ce que des gens vont utiliser d'autres blockchains pour envoyer d'autres éléments? C'est pas impossible. Faut savoir où chercher, faut savoir ce qu'on cherche. Donc, si vous êtes très patient, très curieux, vous allez dans la blockchain Ethereum, tout est possible. On a des blocs Explorer, c'est-à-dire il y a des moteurs de recherche en ligne qui vous permettent d'aller fouiller. Et peut-être que vous trouverez des petits trucs intéressants sur vos concurrents, j'en doute, parce que normalement vos concurrents ont fait attention. Donc la blockchain publique, tout est visible, il y a des moteurs de recherche, faut le savoir, ne mettez pas n'importe quoi dedans. Par contre, si vous voulez que ce soit visible de tous, bah, utilisez une blockchain publique, parce qu'il y a des cas d'usage où on veut justement que ce soit visible. D'accord, merci. L'auditeur dont j'ai posé les questions précédemment expose un exemple assez précis. Donc, si par exemple mon ERP, accessible uniquement en interne, pas depuis Internet, alors, il y a le cas de figure. Voilà. Mon Mhm. logisticien a son WMS sur son réseau, non accessible depuis Internet. Donc, si on souhaite Ouais. certifier les transactions de l'ERP dans la blockchain, mais également certifier les transactions du logisticien, comment déployer la blockchain, sur quel réseau et quel PC client doit installer la partie qui stocke les transactions. Alors, bon, il y a plein de manières de faire. La manière la plus simple, ce serait de dire, bah vous, par exemple, on prend votre exemple, sur votre ERP, l'ERP a déjà une piste d'audit, c'est-à-dire qu'il y a déjà une base de données qui dit, voilà, il s'est passé ceci, cela.
il faut extraire quelles sont les informations qui pour vous méritent d'être horodatées, certifiées. Donc il faut les extraire. Donc là, il y a besoin de l'informatique qui va prendre la base de données, qui va extraire des données. Et ces données, calculez en un hash, donc petit algorithme. Et ensuite, ce hash va aller les déposer tous d'un coup en fin de journée ou au fil de l'eau dans une blockchain publique. Voilà. En faisant ça, et comment on fait pour... Alors, il faut... Là, vous avez besoin de l'informatique. Il faut que l'informatique prenne les données de l'ERP, calcule le hash et trouve un moyen technique, c'est-à-dire développe une petite API, un petit logiciel, ou fasse appel à un prestataire, je vous en ai mentionné comme TDG, dont c'est le boulot, mais trouve un moyen d'insérer ça dans la blockchain. Ensuite, vous appelez votre partenaire qui a ses outils de gestion, voilà, des stocks ou de la production, je sais plus ce que c'était, et lui dites, bah, fais pareil de ton côté. Et éventuellement, vous pouvez même dire, donne-moi des identifiants pour que je puisse suivre de quoi tu parles. C'est-à-dire que dans la blockchain ne sera pas utilisée pour partager des données, ça reste dans les contextes privés que vous avez mentionnés, elle sera juste là pour dire, cette ligne d'information, j'en ferai une preuve que je vais horodater dans une blockchain. Et j'espère avoir répondu partiellement en tout cas à la question. Ouais, merci. Donc, qu'est-ce qui garantit que les différentes personnes dans la chaîne de valeur vont renseigner le fichier Excel dupliqué? La métaphore de la blockchain. Rien, rien, rien. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a une question de gouvernance, c'est qu'ils vont le remplir que si ils ont un intérêt ou une obligation à le faire. Donc là, on est là. Si vous dites à vos fournisseurs, s'il vous plaît, utilisez notre logiciel blockchain, ou quand vous faites de la preuve, faites-le sur la blockchain. Et puis ils disent, ouais, ça me coûte 20 000 euros de faire un projet de R&D, qu'est-ce que j'y gagne dans l'histoire? Ils vont pas le faire. Si vous dites maintenant, pour travailler avec moi, je vous oblige à respecter ces procédures-là, et si vous représentez un chiffre d'affaires important, ils vont peut-être le faire, ils vont peut-être se forcer à y aller. Donc rien ne les oblige. Si vous êtes en interne, si vous vous connectez à des ERP, des outils, je vais vous dire, le truc, c'est que globalement, sur ces sujets de traçabilité, l'utilisateur ne s'en rend pas compte qu'il y a une blockchain. Il passe par les mêmes outils informatiques qu'il a l'habitude, il va passer par son ERP, je sais plus ce que c'était, euh, et c'est cet outil-là qui va automatiquement balancer de la preuve dans la blockchain. Donc, à partir du moment où vous avez des utilisateurs qui ont des outils, c'est plutôt, moi, je travaillerai plutôt sur les outils existants plutôt que de leur demander d'utiliser des nouveaux outils. Maintenant, si vous avez dans une chaîne logistique 4 acteurs, hein, le producteur, le livreur, le point de vente, et qu'il y en a deux qui utilisent votre solution de traçabilité, et puis les points de vente, il y en a des milliers, vous n'arrivez pas à les motiver parce que vous n'avez pas trouvé ou le bon bâton ou la bonne carotte, bah, ils vont pas participer. Et s'ils sont pas là et que votre projet de traçabilité de bout en bout, bah, il manque un bout, et à cause de ça, ça vaut rien, bah, votre projet, il vaudra peut-être rien. D'où l'importance, comme je vous l'ai dit, dès le début, de bien cadrer ces sujets de gouvernance. D'accord, merci. J'ai une question sur la quantité de données sur les ordinateurs personnels en termes de stockage. Qu'est-ce que vous Ouais. pouvez en dire? Des blockchains. Ouais, Euh, alors ça, dans l'hypothèse, il faut savoir que pour utiliser une blockchain, il n'y a pas besoin de stocker une copie chez soi. On peut, dans la plupart des cas, il y a des prestataires. Par exemple, si je prends l'exemple de Colexa, vous voulez TTDDG, nous, en tant que prestataire spécialisé, on a des bases de données de la blockchain, mais on vous met à disposition des points d'entrée. Donc, vous pouvez juste nous envoyer à nous la donnée, puis nous, on la stocke, nous, on gère. Donc, on a des bases de données dans les blockchains, une base, si je ne me trompe pas, ça va de quelques dizaines de gigaoctets. Ça se compte aujourd'hui souvent en 1 Tera, 2 Tera, ce genre de taille, ce qui est beaucoup pour un particulier sur son PC s'il veut avoir tout l'historique. Mais quand je dis beaucoup, c'est un disque dur externe, hein, et ce qui est rien pour une entreprise. Donc le problème, la taille du stockage, mis à part des cas particuliers, par exemple comme la blockchain Solana, mais on va pas en parler aujourd'hui, le sujet de la taille du stockage n'est pas vraiment un vrai sujet dans un contexte d'entreprise, parce que on a forcément les moyens de stocker ça. Mais gardez en tête que c'est pas, si vous voulez faire un projet de la blockchain, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ce qu'on appelle ça des nœuds de la blockchain chez vous. Vous pouvez passer par des prestataires qui vont s'occuper de vous voilà, de passer, de relayer l'information à des tiers. d'accord, merci. On nous parle du tarif de la blockchain. Est-ce qu'elle est payante? Est-ce que le temps de mise en place d'une blockchain métier, par exemple Smart Contract Token, est supérieur à la mise en place d'une structure classique ERP sécurisée? Alors, si vous voulez utiliser une blockchain publique, la blockchain, elle est déjà là, donc ça vous coûte rien d'en bénéficier. Mais par contre, à chaque fois que vous enverrez un message qu'on appelle une transaction dans la blockchain, il faut payer des mini-frais, des frais de gaz, c'est-à-dire que c'est le terme technique, hein. Vous allez payer dans la crypto-monnaie de la blockchain un petit peu, alors ça peut être beaucoup comme 3 fois rien, ça dépend du choix de la blockchain, pour remercier bah, les gens
qui vont stocker la base de données. Si vous utilisez la blockchain Tezos, nous on en a un nœud, effectivement ça nous coûte de l'argent pour l'héberger, et donc nous on reçoit des pouillèmes de centimes tous les jours qui s'additionnent quand les gens l'utilisent. Si vous voulez monter votre propre blockchain, là, ça peut coûter beaucoup plus cher. Très honnêtement, c'est des projets qui vont vous coûter des dizaines de milliers d'euros à minimum. Pas parce que c'est dur techniquement, parce que comme tout projet, il faut se poser des questions, faut faire la documentation, faut les installer. Donc, on parle de dizaines de milliers d'euros au minimum. Si, admettons que le réseau, la blockchain privée, publique existe déjà, vous voulez juste en bénéficier, et alors là, je suis incapable de répondre à votre question parce que je ne sais pas ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste balancer des preuves numériques, comme je vous l'ai dit, des pistes d'audit fiables, très honnêtement, c'est pas très cher. C'est là récemment, on a fait des projets avec des clients entre 20 et 50 000 euros. Ce qui compte, c'est pas s'intégrer à la blockchain, c'est trouver la bonne donnée, la recalculer, la mettre dans un bon format, balancer ça. Puis comme on est dans un contexte d'entreprise, tout ce qu'on va faire est documenté, est testé et mis à jour. Donc il y a quoi, 20, 30, 40, 50. On va mettre une ou deux personnes pendant 3 mois, 2 mois sur le sujet pour bien réfléchir. La partie de développement est très très courte. Maintenant, si vous voulez faire un truc plus ambitieux, j'ai entendu le mot smart contract. Vous voulez aller dans cette idée d'automatisation de tâches. Vous voulez créer des NFT. Vous voulez faire de la supply chain décentralisée. Là, on rentre dans un autre monde. On rentre dans des projets, allez, on va dire à 6 chiffres, je pense, si vous voulez le faire sérieusement, encore une fois, dans un contexte d'entreprise, parce que vous allez devoir faire des vrais développements. Donc, il faut vraiment penser, vraiment faire, vraiment tester. Et puis, une fois que vous avez fait un projet technique, il faut communiquer, il faut faire du change management, c'est-à-dire qu'en interne, il faut expliquer à vos clients ce que vous faites. Donc là, on arrive dans des projets, si vous le faites vous-même, qui sont plus conséquents. Par contre, vous trouverez toujours un prestataire qui vous dit, moi, je vais le faire clé en main, les doigts dans le nez. Ça, c'est à vous d'étudier l'intérêt de faire ou d'externaliser. Je suis conscient que la réponse, elle est un peu réponse de Normand. Voilà, vous avez mon nom, Alain Broustail. N'hésitez pas sur LinkedIn ou par d'autres moyens à me contacter. Je serai heureux d'aller plus loin dans l'analyse de votre sujet précis. Allez, une dernière Dernière, question, puis vraiment on allez, arrête. Est-ce que donc on nous parle du projet d'euro numérique. oui. Est-ce que on nous demande si il va utiliser la technologie blockchain et si oui, est-ce qu'il faut s'attendre à une évolution de la réglementation juridique au niveau européen? Alors, l'euro numérique, donc il faut savoir que l'euro numérique n'est pas encore sorti à l'heure où je vous parle. Donc, on est en juin 2025, donc il est impossible de dire exactement ce qui va se passer. Maintenant, pour connaître un peu le sujet, je vais vous dire qu'il y a deux choses. Déjà, il y a l'euro numérique interbancaire. C'est lui qui sortira. Il va sortir, j'en suis persuadé, moi, en 2026. Donc là, on parle de moyens de paiement de banque à banque avec les banques centrales. Ça ne concerne que les banques, ce sujet d'interbancaire. On va avoir un euro numérique, ça correspond à une refonte des systèmes informatiques, des banques, des réseaux. Voilà, on va essayer de remplacer ou d'améliorer Swift pour ceux qui parlent. Donc encore une fois, ça ne nous concerne pas, nous, ni particuliers, ni entreprises, à moins peut-être de taper dans les CAC 40 sur la gestion de la trésorerie. Et cet euro numérique-là, figurez-vous qu'il y a de très fortes chances, en Europe par exemple, qu'effectivement il y ait une technologie blockchain derrière. Mais cette technologie blockchain, c'est pas forcément une technologie qui va être associée à des cryptoactifs, qui va être associée à la même c'est pas la même techno que Bitcoin. Ça va avoir des impacts réglementaires, c'est sûr, l'euro numérique, mais je pense pas que ce sera des impacts sur les cryptos, les tokens, la blockchain. Là-dessus, par contre, il y a déjà une grosse réglementation qui s'appelle MiCA européenne, qui est votée, qui est en place, et puis il y a MiCA 2 qui est en train d'être créé. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'euro numérique pour particuliers entreprises, c'est-à-dire remplacer un peu les cartes de crédit, les Amex, les machins par quelque chose de peut-être plus moderne, plus performant, moins cher, avec aussi beaucoup d'inquiétudes sur la confidentialité des données, sur la capacité à gérer nos comptes. Donc il y a du bien, il y a du moins bien. Hein, non. En tout cas, tant que c'est pas mis en œuvre, on ne sait pas trop ce qu'on aura. On n'aura peut-être jamais rien, parce que c'est pas garanti que ça sorte. Ça, c'est mon avis très personnel. Et si ça sort, je crois que c'est le gouverneur de la Banque de France qui a mentionné, ou je sais plus qui m'a dit ça, mais il est probable qu'il n'y ait pas de blockchain sur l'euro numérique des particuliers. Mais encore une fois, tant que c'est pas fait, c'est dur de le mentionner. Mais n'ayez pas peur du sujet euro numérique particulier en 2025-26 parce qu'il n'est pas là. Il sera pas là et il sera pas prêt. Voilà, voilà, voilà. J'espère encore une fois que cette réponse a pu vous rassurer. Ou en tout cas, voilà, il y a sûrement des réglementations à suivre, mais elles vont pas être liées à l'euro numérique. Elles vont plutôt être liées à la blockchain dans l'absolu, tant sur des cas d'usage de données que de cryptoactifs, où il se passe beaucoup de choses. Très bien.
Merci beaucoup Alain pour votre présentation et des réponses assez complètes aux questions. Merci à toutes et à tous d'avoir posé vos questions, d'avoir été présents. Puis on vous souhaite une bonne fin de matinée, une bonne après-midi et un bon week-end. Et à très bientôt pour un autre webinar sur technique de l'ingénieur. Et en tout cas, on a vu que le sujet intéressait beaucoup. Donc, Non, mais, merci à merci, tous. Pauline. Merci aux participants. Puis allez lire l'article sur les techniques de l'ingénieur, où vous retrouvez Ah beaucoup de oui, ces informations avec plus de détails. Bonne fin absolument. de journée.